Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les parlementaires mobilisés contre le Covid-19, même au-delà de la session, recommandation des présidents des deux chambres, c'était ce jeudi à la fin des travaux du mois de juin. Vous les entendrez dès l'entame de ce journal. Le ministère du Tourisme mobilise également pour des vacances sans Covid-19. L'objet de l'atelier sur les colonies de vacances du mois d'août en cours à Yaoundé. Disposition à suivre dans ce 20h30. Les pradiciens mobilisés pour en découdre avec le coronavirus. Les propositions fleurissent à tous les carrefours. Nous irons voir l'offre de la pharmacopée locale au marché Mvogmbi ici à Yaoundé. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Exit la deuxième session parlementaire de l'année 2020. Sénateurs et députés se sont séparés ce jeudi au terme de 30 jours de travaux marqués par l'examen et le vote de 7 projets de loi. La Chambre haute du Parlement, par exemple, le président Marcel Nyat Ndjifendji invite les sénateurs à poursuivre sans relâche le combat contre le Covid-19 à travers leurs circonscriptions respectives. Les sénateurs, globalement satisfaits des travaux et de la qualité des textes de loi adoptés. À la clôture de cette session au Sénat, retrouvons Mathieu Kemgo. Des sénateurs satisfaits après 30 jours de travaux et 7 projets de loi adoptés. Une session pleine et intense, selon le président du Sénat. Marcel Nyat Ndjifendji salue la participation des membres du gouvernement qui ont su apporter des réponses aux préoccupations des sénateurs. Au rang des dites préoccupations, la lutte contre le Covid-19 et ses conséquences économiques, fiscales et budgétaires qui ont obligé le gouvernement à revoir le budget de l'année 2020. Pour Marcel Nyat Ndjifendji, les réponses apportées par le gouvernement à cette crise sanitaire sont satisfaisantes. Il invite les sénateurs à toujours être aux côtés des pouvoirs publics face à cette pandémie et adresse ses remerciements aux pays amis qui accompagnent le Cameroun dans cette lutte. Le président du Sénat félicite le gouvernement pour la deuxième édition du débat d'orientation budgétaire qui a permis aux sénateurs de donner leurs avis sur les grandes projections de l'État du Cameroun pour la période 2021-2023 et promet de faire parvenir au Premier ministre chef du gouvernement les préconisations du Sénat pour le projet de loi de finances 2021. Il a également salué la décision du président de la République de relever l'âge de départ à la retraite des personnels des corps de la santé. Avant de se séparer, les sénateurs se sont félicités du travail abattu au cours de cette session. Celle qui nous a le plus marqué un peu, c'est celle sur les associations concernant le MINAT. Et ensuite, l'autre deuxième texte, c'était sur la jeunesse. Et si vous voulez, globalement, si on sort de cette session, ce qu'on doit retenir, c'est que le processus de décentralisation prend corps. Et en prenant corps, nous pouvons ainsi résoudre beaucoup de problèmes qui concernent notre pays actuellement. Les sénateurs retiennent aussi l'exhortation du président de la Chambre qui les invite à continuer dans le même esprit afin que le Sénat demeure un acteur majeur du renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Cameroun. À l'Assemblée nationale, le président Kavaye Djibril a salué les récents actes à portée sociale pris par le chef de l'État pour améliorer les conditions de vie et de travail des Camerounais. Une session marquée de bout en bout par les affres de la pandémie comme partout ailleurs. Et ce jour, on a vu des contributions des députés à la lutte contre cette maladie pour 100 millions de francs CFA. Bilan de la session de juin à l'Assemblée nationale, Clarisse Tang.
La session de ce mois de juin s'est déroulée dans un contexte doublement contraignant pour l'Assemblée nationale du fait de l'épidémie du coronavirus et de la délocalisation de l'Auguste Chambre. Élus et hauts responsables de la Chambre se sont mobilisés pour relever le défi de la tenue des travaux qui se sont achevés ce jour en présence des membres du gouvernement sous la conduite du Premier ministre Joseph Dione Ngouté, du vice-président du Sénat Faure Tabé-Tando et de nombreuses autres personnalités. Dès l'entame de son propos pour clore les 10 travaux, le très honorable Kavaï Yegui Djibril a salué avec force et déférence de récents actes pris par le chef de l'État portant relèvement de l'âge de départ à la retraite des personnels du secteur de la santé publique et revalorisation des pensions vieillesse. À chaque réunion maintenant, au corps médical, de renouveler l'effort afin de mériter au quotidien les très hauts encouragements du président de la République. Quant à la représentation nationale, elle exhorte le corps médical à plus de confiance professionnelle, de disponibilité et d'agrégation. Le corps médical, lui aussi, doit être au front pour la sécurité sanitaire des Camerounais. Au terme de 30 jours de délibération, le très honorable Kavaï Yegui Djibril a esquissé un bilan des travaux marqué par une abondante activité législative et extra-parlementaire. Certains élus le confirment d'ailleurs. Les collègues ont été très actifs au niveau des réseaux parlementaires. Beaucoup de réseaux se sont créés, chose que je salue. Et on a eu des actions avec le public, avec les décideurs. Et au niveau de loi, on a eu juste quelques lois, mais on a eu une très grande avancée avec le débat d'orientation budgétaire. Et donc nous espérons que l'année prochaine, ça ira encore mieux. Cette session a été une session très riche. Nous avons travaillé sur le débat d'orientation budgétaire. C'est un préalable aux prochaines lois des finances. Cela a permis aux députés que je suis d'abord de comprendre le bien fondé de ce débat d'orientation. Et c'est pour cette raison que je peux dire que le bilan a été suffisamment bon. Nous avons examiné 7 projets de loi et les 7 projets de loi ont été validés. Au-delà de l'orientation budgétaire, nous avons abordé avec le ministre des Finances les questions de route au Cameroun, les questions de santé, les questions d'alimentation. Nous sommes même allés au-delà même de la question des finances. Sur la forme, il y a un travail qui a été fait. Mais dans le fond, hélas, le jeu de la majorité fait que les textes, nonobstant tous les débats et toutes les réserves qui peuvent avoir été émises, les textes continuent à passer en l'état. Parfois, il faut tendre une oreille à une voix discordante qui peut renforcer la loi et faire en sorte que les objectifs que nous voulons atteindre soient mieux atteints. Cerise sur le gâteau pour clore en beauté les travaux de cette session ordinaire, tous partis politiques confondus, les députés à l'Assemblée nationale, par l'entremise du très honorable Kavaï Yegui Djibril, ont remis 100 millions de francs CFA au chef du gouvernement au titre de leur contribution au Fonds de solidarité nationale contre le Covid-19. Reparlons à présent du décret signé hier mercredi par le président de la République pour revaloriser de 20% les pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès. Une décision saluée à travers le Cameroun ce jeudi. Des bénéficiaires qui attendent impatiemment le 1er août fixé comme date d'entrée en vigueur de ce décret. Il serait intéressant maintenant de savoir qui sont donc ces bénéficiaires et quelle sera l'incidence financière de cette revalorisation sur les pensions payées par la CNPS. Voici l'éclairage de Oswald Modou sur ces questions. La nouvelle a fait l'effet d'un baume au cœur des pensionnés. Il s'agit pour l'essentiel de ceux régis par le Code du travail et que la réforme de 2016 avait laissé sur le bas-côté de la route. La revalorisation de ces pensions a d'ailleurs souvent été leur principale revendication. Aujourd'hui, c'est chose faite, et ce, de 20% pour une bonne frange des pensionnaires affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ils avaient contribué dans l'ancien système et bénéficiaient donc déjà d'une pension. On en compte plus de 93 000, font plus de 81% de nos effectifs de pensionnés. Entre pension vieillesse, invalidité et décès, pour les près de 100 000 bénéficiaires ciblés par le décret du 8 juillet 2020, la CNPS va devoir davantage délier les cordons de la bourse. Ce que l'on envisage ici en toute sérénité. Nous avons
sont les moyens de la politique du président de la République. À partir du moment où il a décidé, il nous revient de trouver ces moyens, d'autant plus qu'il en avait déjà informé la nation. Dès lors, nous nous étions préparés et nous le sommes plus que jamais. L'application du décret étant quasi immédiate, il va falloir assurer dès le mois prochain. Nous avons évalué à peu près 15 milliards pour la revalorisation de ces 20% sur les 93, 94 000 dont je parlais. L'entrée en vigueur, c'est à compter du 1er août, c'est-à-dire la pension du mois d'août sera payée au nouveau taux. Évidemment, ils n'ont aucune formalité supplémentaire à payer, ils constateront simplement que le montant de leur pension a augmenté de 20%. Et les bénéficiaires de cette manne pourront enfin ressentir les effets réels d'une augmentation de 20% de ce qu'ils percevaient jusqu'ici. Des réactions à cet acte magnanime du chef de l'État affluent maintenant des régions. Dans le littoral, l'Ouest et le Sud, les pensionnaires expriment leur gratitude au président de la République. Confirmation dans ces 3 reportages de Brigitte Mbosé, Wilfried Couture et Cathy Nanjo. Pour certains retraités rencontrés au siège de la CNPS à Douala, 20% de revalorisation sur les pensions, c'est considérable. Je suis très contente. Cette décision va me faire vivre longtemps. Et gloire à Dieu. Une bouffée d'oxygène parce que vraiment, je ne m'en sortais pas. Le chef de l'État a vraiment fait grandes choses pour nous. Et j'en remercie grandement. D'autres ont déjà une petite idée de ce à quoi servira l'argent. Je sors de l'AVC et les remèdes de l'AVC, ce n'est pas facile à les acheter. À la CNPS, l'on est à pied d'œuvre pour assurer l'implémentation du décret du président de la République. Jusque-là, nos pensionnés et des anciens pensions, je veux dire, se plaignaient du fait qu'ils sont laissés pour compte. C'est pour ça donc que le chef de l'État a pensé à cette tranche de la population de plus en plus nécessiteuse. Bénéficiaires souhaitent que le décret du chef de l'État soit rapidement appliqué. Venu de Kekem pour résoudre un problème d'arriéré de pension à Bafoussam, c'est séance tenante que Victorine Eugem apprend la bonne nouvelle. Grand merci à lui, grand merci. Sentiment de gratitude partagé également par ses retraités, Joseph Chouagoum, retraité depuis 2015. Quand j'ai appris ça dans le journal, j'ai été très fier et je jubilais même déjà. André Mbengue, retraité depuis 2015. Je ne peux que dire merci au chef de l'État, au président Pombia. On ne s'attendait pas de ces mouvements qui s'est passé. Et puis d'ici le 1er août, on aura un changement pour notre pension. Vite fait, bien fait, certains ont déjà sorti la calculette pour être fixés sur leurs gains. Dans ma pension, je trouve dans les 31 000 que ça monte dans ma pension. Et vraiment, ça fait dans mon salaire même que je gagnais avant. Le décret du chef de l'État est tombé et leur vie de retraité va changer. Bénéficiaires de cet acte présidentiel à Bafoussam, prie pour que le chef de l'État soit davantage regardant sur leurs conditions de retraité. La revalorisation des pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès est pour les agents publics retraités dans le sud-ouest une véritable manne tombée du ciel. Beaucoup affirment qu'ils ne s'attendaient pas à ce geste gracieux du chef de l'État en ce moment où l'économie camerounaise est menacée. Les retombées exactes de cette revalorisation sont attendues avec beaucoup d'espoir ici. L'espoir des pensionnaires de vivre dans des conditions meilleures. Nous sommes très contents de l'argent que notre président a ajouté. Très content de ça. Avec l'augmentation que le chef d'État nous a donnée, c'est bien intéressant. Les bénéficiaires expriment une profonde gratitude au président Paul Biya et se disent rassurés quant à sa constante attention. Une décision qui va donc prolonger des vies, même réaction de reconnaissance au président de la République dans les régions du Nord et de la Damawa. Là-bas, population et autorités locales entrevoient maintenant des lendemains meilleurs. Retrouvons Claver Pascal Ndanga à Garoua et Daniel Belinga Ngene dans la Damawa. C'est un geste du président de la République qui met du baume au cœur des pensionnaires de la région du Nord. Maintenant qu'on m'a augmenté, encore là, je suis très content. J'ai accueilli ça avec bon cœur.
Je suis content. Donc ça aide leur famille ainsi que moi aussi. Cette revalorisation des pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès d'un coefficient de 20% est un véritable soulagement pour les bénéficiaires. L'argent, ça va me servir, je vais bien faire tout ce que j'ai envie de faire, même la contribution. Reconfortés par cette autre précieuse attention présidentielle que les pensionnaires expriment au chef de l'État leur profonde gratitude. Je remercie le président Paul Biya. Il faut que Dieu le garde et le protège. L'entrée en vigueur de la mesure présidentielle dès le 1er août illustre à suffisance la détermination du président de la République à améliorer significativement les conditions de vie des populations, surtout les plus vulnérables, selon les bénéficiaires. Ce décret du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, trouve un écho favorable dans la Damawa, où les retraités, très souvent bien âgés, avaient jusque-là du mal à se prendre en charge. Les retraités, en tout cas un vieillard, est toujours malade. Il y a ceux qui ont des maladies de cœur, les maladies de rhumatisme, d'autres maladies liées au vieillissement. Le geste de cœur du chef de l'État est donc fort éloquent. Il vient par là retirer une épine sur le dos des travailleurs d'hier. La revalorisation de 20% est venue à top parce qu'il y a des produits que nous achetons régulièrement à la pharmacie qui des fois sont un peu chers et que nous n'avons pas de moyens suffisants pour les acheter tout le temps. Mais avec le 20% que nous avons eu, ça peut nous soulager encore beaucoup même. La revalorisation des pensions par le président de la République vient de ce fait autonomiser des personnes du troisième âge, considérées à un certain moment comme étant de lourds fardeaux pour leurs proches et par là pour la société. L'autre actualité, la réunion des ministres du Travail des pays membres de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Ils se concertaient ce jeudi par visioconférence sur les modalités de mise en œuvre de la déclaration du centenaire de l'OIT en contexte de pandémie. Le ministre Grégoire Ovoona a pour l'occasion fait entendre la position du Cameroun sur ces questions. La synthèse des débats avec Philippe Roger et Sama. Construire un meilleur avenir du travail, c'est le but poursuivi par ce sommet mondial de l'OIT sur le Covid-19. De la salle de conférence de son département ministériel, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, entouré de quelques collaborateurs, suit avec attention les interventions inscrites à l'ordre du jour. Toutes mettent l'accent sur les difficultés urgentes et les voies de reconstruction d'un monde du travail plus serein après la pandémie. Il était question de relever les défis et les difficultés que le monde du travail dans son entièreté a connues au cours de cette pandémie, évaluer les solutions qui ont été mises en œuvre par les différentes composantes de la gouvernance du travail, mais aussi envisager la problématique de la construction d'un avenir meilleur dans le monde du travail. L'on retient que comme mesure urgente prise, le Cameroun a intensifié la redynamisation des comités d'hygiène et de sécurité, les inspections en entreprise et la lutte contre le travail des enfants. La réflexion porte à présent sur l'après-pandémie. Après la pandémie, il est surtout question pour le ministère du Travail d'accompagner la stimulation de la productivité nationale. Pour le ministère du Travail, la riposte devra donc passer par la promotion d'une croissance soutenue et durable et bien sûr un environnement de travail adossé sur les principes et règles de l'Organisation internationale du travail. Et la solidarité internationale qui se renforce face à la persistance de cette pandémie. L'Union européenne accorde ainsi 6 milliards de francs CFA au Cameroun. L'accord de décaissement des fonds a été signé mardi cette semaine entre le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Mey, et le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, son Excellence Hans-Peter Schadek. Un accompagnement que le Cameroun apprécie à sa juste valeur. Elvire Nina Galim. L'économie camerounaise n'échappe pas aux impacts de la pandémie. La situation préoccupe un ami de longue date, l'Union européenne. Son appui, limiter les dégâts, une aide sonnante et trébuchante de 6 milliards de francs CFA, en soutien dans la riposte contre la pandémie du Covid-19 et ses effets sur l'économie. Les prévisions économiques et financières qui étaient
contenu et à la base de cette étude ont changé avec la crise Covid. Il s'agit avant tout d'un modèle de simulation, macroéconomique qui mérite d'être actualisé pour tenir compte de la nouvelle situation économique. La signature de l'accord de décaissement des fonds constitue surtout une partie de l'appui budgétaire prévu en 2020. Le gouvernement rassure quant à la gestion transparente et efficace de ces fonds. Ces ressources seront allouées aux activités liées à la riposte et feront l'objet d'un audit conformément donc aux dispositions de l'ordonnance du chef de l'État. La coopération Cameroun-Union européenne, vieille de 60 ans, fait ici preuve de flexibilité pour être au premier rang dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Et les pays de la zone CEMAC qui évaluent maintenant les conséquences de ce Covid-19 sur les économies des pays de la sous-région. Cela se dévoile en chiffres précisément. Pendant que les experts de la sous-région projettent une récession de l'ordre de 8%, les décideurs continuent de travailler à minimiser cet impact pour espérer une relance rigoureuse et endogène. Voici le regard de Marie-Laurence Nké. L'équation est complexe. Les pays de la CEMAC tirent habituellement leur croissance de l'exportation des matières premières, principalement des hydrocarbures. Ils ne pourront plus s'appuyer sur ce modèle, car les pays acheteurs de matières premières et donc pourvoyeurs de croissance ont eux aussi été négativement impactés par les effets de la crise sanitaire. Comment faire répartir énergiquement la croissance avec un modèle autre que celui-là? L'une des options les plus plausibles est la croissance endogène intracommunautaire. Le Covid a obligé les pays à se refermer sur eux-mêmes. Et cela passe par la diversification de l'économie. Ne pas compter exclusivement sur du pétrole. Il y a le commerce intracommunautaire qu'il faut renforcer parce que la CEMAC est la zone où le commerce intracommunautaire est le plus faible en Afrique. Il y a, n'est-ce pas, cette ouverture de l'espace CEMAC qui permet la libre circulation des biens des personnes, des capitaux et des services. Mais il faut aussi une bonne gouvernance économique et respecter les conditions de convergence. L'accélération de la mise en réseau du marché communautaire nécessite cependant une mise à contribution des politiques publiques dans différents secteurs. À moyen et à long terme, il faut revoir les politiques sectorielles pour diversifier et mettre l'accent sur la production agricole. Et pourquoi pas mettre l'accent sur le secteur tertiaire, le secteur des services. S'il y a les 4 libertés, le secteur des services peut créer de la valeur ajoutée dans l'espace CEMAC. Il y a donc nécessité à les agréger toutes, ces politiques sectorielles, dans le sens de créer l'électrochoc offensif nécessaire à la reprise. Revenons aux dernières activités de la session de juin à l'Assemblée nationale. Le réseau des parlementaires Diaspora Coopération décentralisée et transfrontalière menait son plaidoyer ce jeudi au ministère de la Communication. Le ministre René Emmanuel Sadi et les membres de ce REPCode ont ainsi évoqué la création d'une plateforme d'échange entre la diaspora camerounaise et la mère patrie. Daniel Menanga pour le reportage. Le pont d'une collaboration plus fructueuse et de confiance se construit étape par étape entre le Cameroun et ses enfants vivant hors du pays. La Fondation progresse avec cette pierre que le gouvernement va peut-être poser. Le ministre nous a compris, il nous a donné des conseils, il nous a dit que le ministère est à notre disposition pour nous accompagner. Nous faisons le tour des ministères. Le réseau des parlementaires Diaspora Coopération décentralisée et transfrontalière veut bâtir sur du solide avec l'association de toutes les mains de la nation. Nous avons des enfants à l'extérieur qui sont formés, qui sont outillés, qui maîtrisent tout un tas de sujets. Et il est tout à fait normal que le pays profite de tous ces enfants. De la même manière qu'il est tout à fait normal que les Camerounais de la diaspora profitent de l'immense richesse que regorge notre pays. Nous voulons parler à tous les enfants du Cameroun. Nous sommes le réseau des parlementaires, peu importe leur parti politique. Leur appartenance ethnique, leur religion, c'est les enfants du Cameroun. L'architecture du réseau des parlementaires pour la diaspora dévoile déjà une œuvre futuriste avec les couleurs du Cameroun flottant encore plus haut. Évidemment,
évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Prenons à présent des nouvelles de cette pandémie comme elle va au Cameroun. Nous allons au centre des opérations d'urgence de la santé publique pour le point de la riposte nationale contre le coronavirus. La sensibilisation se poursuit. Selon le point de presse de ce jeudi, il s'agit d'éviter une flambée des contaminations. Les chiffres nationaux ne sont hélas pas disponibles ce soir. Le point de presse qui portait donc sur les soins prodigués aux nouveau-nés dans cette pandémie. Bonsoir Évariste Eyanga et bonsoir au professeur Anne-Esther Njomlen. Elle est le directeur du centre hospitalier de la CNPS AISOS ici à Yaoundé. Quelles nouvelles et quel développement de ce côté-là? Bonsoir Adèle, c'est bien cela, pas de chiffres ce soir. Les responsables en charge de cette compilation sont en séance de capacitation dans les régions en ce moment et les séances s'enchaînent. Il faudra encore s'armer de patience avant la publication des prochains chiffres. Souvenez-vous, la coordination des opérations de la riposte a décidé d'une publication à la fréquence d'une fois la semaine. Ce soir, on prend soin des nouveau-nés d'une mère infectée du Covid-19. On reçoit pour cela, et vous l'avez indiqué tantôt, le professeur Anne-Esther Njomlen, directeur du centre hospitalier des SOS. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes également pédiatre. Tout à fait, tout à fait. Alors, dis donc, la transmission du virus est-elle possible de la mère au fœtus, de la mère à l'enfant? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a plusieurs femmes Covid positives qui ont déjà donné naissance à des nouveau-nés et plusieurs études semblent confirmer que ni dans le placenta, ni dans les sécrétions génitales, ni dans le liquide qui entoure le nouveau-né, ni même au cordon, on a trouvé du Covid. Ce qui laisse penser qu'en réalité, il n'y a pas de transmission pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. En revanche, certains enfants de mères ont été infectés après la naissance par une transmission manuportée ou alors par voie respiratoire. Quels sont les soins prodigués au nouveau-né d'une mère infectée? Doit-on séparer cet enfant de sa mère? Oui, alors en principe, un nouveau-né de mère infectée bénéficiera des soins normaux qu'on donne à tout nouveau-né s'il n'a pas de problème particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, actuellement, la recommandation est de ne pas séparer la maman de l'enfant. La mère doit rester dans la même chambre que son bébé. En revanche, il est recommandé qu'ils ne dorment pas dans le même lit. Et surtout que la distance qui sépare le lit de la mère du lit de son bébé soit d'environ 2 mètres. Ceci pour qu'au cas où le masque de la maman tombe et qu'elle tousse, par exemple, qu'elle ne puisse pas, que ces sécrétions ne puissent pas atteindre son bébé et qu'il ne s'infecte pas de cette manière. La mère doit-elle allaiter son enfant? Si oui, quelles en sont les précautions? Oui, c'est une très bonne question. Donc, on n'a pas jusque-là trouvé du virus Covid dans le lait maternel des mères infectées. Donc, c'est pour dire que l'allaitement maternel, qui est quand même notre meilleure stratégie pour la survie du nouveau-né, doit être appliqué chez ces nouveau-nés. Ils doivent donc être allaités normalement et la mère peut très bien allaiter jusqu'à l'âge de 6 mois. Les précautions à prendre, elle doit bien sûr se laver les mains avant et après chaque tétée. Elle doit allaiter en portant le masque pendant toute la durée de l'allaitement et elle doit veiller à ce que le bébé, lui, par contre, ne porte pas le masque. Si elle le fait, il n'y aura pas de problème. Si pour des raisons X ou Y, elle ne peut pas allaiter en mettant l'enfant directement au sein, elle peut recueillir son lait et elle doit veiller à ce que les récipients qui recueillent son lait soient également parfaitement propres pour ne pas risquer une transmission par le biais de ces objets. Merci professeur, on est tenté de croire à vous écouter que
le Covid-19 est plutôt sympathique envers la mère et l'enfant. Merci d'avoir honoré notre invitation. Adèle, ce soir, on sort de la pédiatrie. Demain, on plongera les téléspectateurs de la CIAP TV dans un autre univers, la prise en charge. Il s'agira de découvrir la nouvelle stratégie de dépistage. À vous le plateau. Merci Évariste, merci au professeur Anne-Esther Njomlen. Très importantes ces questions de pédiatrie et de transmission du Covid-19 de la mère à l'enfant. À demain donc sur cette antenne pour d'autres nouvelles, Évariste. Le Covid-19 qui préoccupe également le ministère du Tourisme en préparation des vacances sans coronavirus. C'est en tout cas l'objectif de l'atelier de formation des moniteurs et des animateurs des œuvres de vacances. Cette rencontre s'est ouverte hier mercredi ici à Yaoundé. Ouverture par le ministre d'État Bello Bouba Maïgari. Une préparation pour des vacances 2020 qui vont donc démarrer au mois d'août. Comment peut-on espérer pas de Covid dans ces colonies? Agnès Solange Abessolo fait le point. Nous sommes loin de la frénésie des activités liées aux grandes vacances. Les parcs d'attractions attendent désespérément visiteurs dans un contexte où la sécurité sanitaire est une priorité. Les hébergements touristiques sont créés par le ministère du Tourisme et des Loisirs pour accueillir les enfants et les adolescents en période de vacances. C'est le grand challenge des moniteurs et autres animateurs des œuvres de vacances durant cette période de Covid-19. Il faut que nous continuions ces activités de formation en sensibilisant et en respectant les mesures barrières nécessaires, parce que amener notre jeunesse et la laisser au risque de contamination ne serait pas concevable. Colonie sans Covid-19, l'activité sera lancée en août sur l'ensemble du territoire national. Ces hommes et femmes qui sont des experts et professionnels dans le domaine des arts, de la culture, du sport et de la santé devront élaborer des stratégies de développement aux loisirs sains tout en respectant les gestes barrières. Et leurs missions sont spécifiées pour mettre fin à l'amateurisme constaté sur le terrain. Et tout le défi est bien là. Il s'agit de conduire des activités de loisirs en temps de pandémie du coronavirus, tout en préservant la santé des plus jeunes. La préoccupation concerne également les familles et les vacanciers cloîtrés en ce moment à la maison. Des vacances scolaires et des loisirs en pleine restriction du Covid-19. Voici l'enquête de Barbara Padjama. Vive les vacances a été reporté par le Covid-19. Les dés sont jetés et les enfants principaux affectés sont tout de même prêts à jouer pour gagner leur moment à eux. Les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Il y a action. Vélo, football, jeu traditionnel des 7 pions, ludo, la maison du petit Mundi s'est transformée en un aire de jeu. Avant, j'envoyais l'enfant faire sa colonie de vacances. Avec la pandémie, j'ai préféré faire venir ses petits cousins du village pour qu'ils s'occupent et j'ai laissé la porte ouverte aux enfants des voisins. Pour les plus grands, il n'y a pas mieux que... Généralement, pendant les vacances, je passais du temps avec mes amis, on sortait prendre un pot, une glace, un resto, peu importe. Maintenant, je passe beaucoup de temps sur Internet pour compenser en fait. Pour s'inventer des vacances, les enfants mettent en marche leur créativité pour s'évader de la monotonie. Ça là, c'est que tu m'aimes. D'accord. Ah. Tutoriel live d'une toupie traditionnelle. Les gamins font leur classe sur le tas, malgré eux. On ne peut pas les amener au village cette année, on aurait bien voulu parce que c'est ce que nous faisons chaque année. Mais cette année, avec la maladie, on sait que les vieux sont ceux qui sont le plus exposés. Quelquefois nostalgiques, ils rêvent du retour à une vie normale. On ne peut plus les amener au manège. Ils se sont plaints la dernière fois, papa, on ne va plus au manège, on ne va plus faire le sport et tout ça. On leur a fait comprendre que ce n'était pas possible. À défaut de voyager, les vacanciers ont le monde à leur portée, à la maison. En fin de cause, seuls leurs parents ont le loisir de définir les règles du jeu. Don't worry, be happy.
Mais ce n'est guère les vacances pour tout le monde. Les classes d'examen sont en révision. Une préparation rendue difficile, comme tout le reste d'ailleurs, par ce terrible Covid-19. Mais la communauté éducative multiplie astuces et recettes pour assurer le succès des candidats et de cette promotion des examens 2020. Le feuilleton de la semaine, on voit maintenant les scénarios de succès tels que dessinés par Barbara Padjama. Une fois de plus. Dans un calme olympien, ils préparent studieusement leur course au diplôme. La situation sanitaire a gommé les groupes d'études pour laisser se dessiner le travail en individuel qui se précise. Le programme de l'élève solitaire s'ouvre davantage aux astuces et orientations des encadreurs. Le moindre exemple est copié. On leur fait un emploi du temps et puis on informe les parents. Beaucoup d'enfants souvent gardent des leçons pour le lendemain pour 2 jours. Or, il faut étudier tout ce qu'on a fait en une journée, ce soir-là ou au plus tard le lendemain matin, parce que la mémoire garde les explications au moins pendant 48 heures. Tenter le tout pour réussir cette fin d'année qui n'est pas de tout repos. Ils prennent les cours de discipline. Beaucoup ont corrigé leurs heures de lever et de coucher. Même la leçon de sieste a été insérée dans l'emploi du temps. Nous les préparons. Ils ont peut-être 2 heures de sieste. Et après ça, ils rentrent à l'école, ils rentrent en classe pour les cours. Nous tenons des séances, n'est-ce pas, de conseil avec eux régulièrement. Cet internat a pris les choses en main sans vraiment laisser le choix aux candidats. L'école a d'abord un programme et j'ai mon programme personnel. Nous exerçons plus les examens des années passées. Bon, si l'examen était à venir demain, je crois que nous sommes prêts. Ici au lycée de Ngoussogou-les-Makong, on est en plein conseil de classe. Autour des conseillers d'orientation, principaux boussoles des élèves. Nous sommes en plein conseil de 3e, c'est surtout une classe capitale parce qu'il y a des choix des parents, mais il y a également les élèves, il y a les conseillers d'orientation qui ont déjà fait le travail dans les salles de classe. Pour affronter l'épreuve des examens qui est là, les élèves affûtent chacun à sa manière le bon profil de futurs diplômés. Ce communiqué dans la suite du journal, le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature qui porte à la connaissance du public que des individus se faisant passer pour ses mandataires se présentent à certains magistrats et justiciables pour leur faire des offres de services contre d'importantes rémunérations, soi-disant pour son compte. Il tient à préciser qu'il n'est et ne sera jamais mêlé à des activités de corruption ni à des manœuvres d'escroquerie et invite les uns et les autres à éviter de tomber dans les pièges de ces arnaqueurs. C'est signé par le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, Abel Minko. Et dans ce même champ, voici donc la promotion Bernard Atchomuna, le nom de baptême de la cuvée des 872 jeunes avocats qui prêtent serment depuis quelques jours maintenant à travers le Cameroun. La Cour d'appel du centre recevait ainsi hier mercredi l'engagement solennel de 90 nouveaux avocats. L'audience de 3 jours va voir au total le passage de 316 avocats admis récemment à cet examen de fin de formation. Les voici présentés dans ce reportage de Nicole Dodo. Garder la distance professionnelle en restant proche du client et des magistrats, l'écho de la recommandation du bâtonnier de l'ordre aux jeunes avocats a retenti à la salle d'audience de la Cour d'appel du centre ce mercredi. J'ai préconisé l'ardeur au travail, le respect des règles déontologiques, la patience, parce qu'ils sont quelques-uns qui sont réfractaires à l'épreuve du temps. Le rite initiatique de la prestation de serment est la dernière condition requise pour l'inscription des jeunes avocats au tableau de l'ordre. Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat empoche depuis avril dernier 5 ans de formation intense dans les cabinets d'études, de l'inédit dans l'histoire du barreau. Je deviens avocat à l'âge de 65 ans parce que je suis un cadre de banque en reconversion. Il vient de nous être assigné un rôle social très important. En tant que partenaire actif et critique de la justice, c'est nous les avocats qui devons veiller à ce que le procès soit équitable. Le vice-président de la Cour d'appel du centre, Gilbert Slick, dans une brève communication sur le rôle et la mission de l'avocat, a rappelé que celui-ci est le mandataire du client et de ce fait, en qualité de négociateur, il concourt au bon déroulement du procès. Un employeur, avant de licencier son employé, il devrait d'abord requérir
les conseils d'un avocat pour pouvoir l'orienter. Le barreau du Cameroun, à travers le nom de baptême Bernard Achomuna, donné à cette cuvée de jeunes avocats, entend saluer les valeurs d'indépendance, de liberté et de courage insufflées par l'ancien bâtonnier décédé le 6 octobre 2019. En vitrine dans nos régions ce jeudi, la médecine traditionnelle africaine qui a le vent en poupe en cette période de grandes incertitudes sanitaires. Nous irons au marché de Mvongbi ici à Yaoundé où un espace est totalement dédié à la vente de ces plantes, des écorces et autres racines. C'est un haut lieu de la pharmacopée traditionnelle qui draine maintenant du beau monde. Nous allons le découvrir dans ce reportage de Ariel Olivia Moboé de CRTV Centre. Un regard panoramique sur cette aile du marché Mvongbi nous fait découvrir à perte de vue des présentoirs sur lesquels sont exposés écorces, feuilles et autres potions de toutes sortes. Pour l'heure, un type d'écorce a le vent en poupe. D'après les vendeurs, certaines enveloppes aux propriétés multiples seraient une barrière contre plusieurs maladies, à l'instar du paludisme, typhoïde, pour ne citer que cela. Il y a les coucous. C'est aussi amer chez nous. On a aussi le menjanga chez nous, c'est amer. On a le kenkeliba qui est là. Donc on associe donc tous ces produits. On consomme un verre matin, un verre soir. Les Camerounais se sont réconciliés ainsi avec les écorces. Du coup, la spéculation dicte sa loi et c'est les plus offrants qui sont servis. Depuis un bon bout de temps, je constate que les écorces sont devenues trop chères depuis qu'on a eu le corona. Les ruptures de stock sont fréquentes, les vendeurs étant contraints à parcourir de longues distances pour s'approvisionner. Quand moi-même j'ai un peu de temps, je vais au village, je m'en vais chercher et je remonte avec. La ruée vers ces produits est avérée et l'on se pose quand même la question de savoir si la consommation sans posologie de ces remèdes traditionnels n'aurait pas d'effet sur l'organisme et quel en serait l'impact sur l'environnement. Et c'est principalement la question, la forêt menacée. La forêt, source principale d'approvisionnement de ces praticiens, est ainsi mise à forte contribution pour ravitailler un marché de plus en plus demandeur. Cette sollicitation accentuée de nos forêts inquiète maintenant les experts en ce qui concerne l'équilibre et la pérennité de nos écosystèmes. Quelle est donc l'ampleur de cette menace ? Voici l'enquête de Joséphine Eneke. Les produits issus de nos forêts, bien que fortement sollicités ces derniers temps, n'affectent pas l'équilibre génétique des plantes parce que classés dans le registre d'une exploitation communautaire. C'est des actions éparses qui pourraient concerner plusieurs ressources génétiques. Le niveau d'impact, il peut à ce niveau-là être encore insignifiant. Les communautés sont capables de mener des activités de reboisement puisque c'est une matière première. La menace devient réelle lorsqu'une ou plusieurs espèces identifiées comme possédant des vertus sont surexploitées ou en voie d'extinction. Si ces activités anthropiques prenaient de l'ampleur sur les écosystèmes, à ce moment-là, il faut questionner les préoccupations de conservation et d'utilisation durable de ces ressources. Je parle notamment de l'utilisation industrielle dans le sens peut-être de synthétiser un médicament contre le Covid. L'accès à la biodiversité est encadré. On ne l'utilise pas de façon anarchique et empirique. C'est pour davantage contrôler et protéger les écosystèmes que le Cameroun vient de ratifier la Convention sur la biodiversité. Elle repose sur la conservation des écosystèmes, leur utilisation durable, l'accès et le partage des avantages des ressources génétiques. Dans le chef-lieu de la région de l'Est, c'est l'absence d'une voie de contournement de la capitale Bertoua qui complique la circulation. Le centre-ville demeure le seul passage obligé pour rallier plutôt les autres régions à la partie septentrionale du pays, par exemple. Allons voir cela avec Victorine Beguel au milieu des embouteillages à Bertoua.
C'est une situation accablante à laquelle les populations du chef-lieu de la région de l'Est se sont habituées. Du fait de l'absence d'une voie de contournement, l'axe principal, logé sur la nationale numéro 1, reste le seul passage pour relier la région du centre à la partie septentrionale du pays par voie terrestre. Et la forte fréquentation de cet axe routier exaspère les populations qui crient leur ras-le-bol. C'est la grande route que nous avons avec toi, mais tous les camions passent par ici, si bien qu'on a l'embouteillage à chaque moment. Les mototaxis même parfois entrent en bas des camions, ça nous crée trop de problèmes. Pour calmer les ardeurs des citoyens de cette partie du pays, des ralentissements de type Dodan ont été installés au centre-ville de Bertois. Cette mesure préventive, jusqu'ici, ne satisfait pas les populations. La situation préoccupe au plus haut niveau les autorités locales qui ont entrepris de porter le problème à qui de droit. En ce moment, toutes les chaussées de la ville sont détruites et nécessitent, n'est-ce pas, une réhabilitation à cause, n'est-ce pas, de ces gros porteurs qui passent dans la ville. On les retrouve même dans certains quartiers. Vous comprenez que la ville de Bertois doit avoir une voie de contournement. L'incivisme des gros porteurs est pointé du doigt. Ces derniers traversent de jour comme de nuit la ville de Bertois pour atteindre leurs destinations respectives. La construction d'une voie de contournement est plus qu'une nécessité. Mais il s'est posé un problème. Nous avons un checkpoint au rond-point Bonis. Un checkpoint, ça se discute entre États. Il faudrait absolument qu'on déplace le checkpoint actuel, n'est-ce pas, pour le ramener au point où les camions pourraient passer pour aboutir directement à Manjou. À l'entrée est de la ville de Bertois, précisément en Manjou, une voie de contournement existe sur un linéaire de 21 km pour ressortir en Gaquet après la station de pesage de Bonis à l'entrée ouest de la ville. Cet axe, il faut le reconnaître, n'est pas praticable, mais pourra changer de visage dans les jours à venir. Pour ce projet, nous avons préparé les thèmes de référence et nous avons transmis au MINDU. Donc nous attendons un avis favorable pour vraiment entamer les études. Voir ce projet se réaliser, c'est tout le vœu des populations du chef-lieu du Soleil Levant. Un autre communiqué dans le journal, depuis le 8 juillet 2020, les réseaux sociaux et certains organes de presse relaient une prétendue note non datée du directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, l'ART, note impliquant de hautes personnalités en vue de jeter du discrédit sur la personne de Madame la présidente du conseil d'administration. Je tiens à démentir, écrit Monsieur le directeur général de l'ART, je tiens à démentir formellement l'authenticité de cette note dont l'intention est de maintenir un climat conflictuel entre les principaux dirigeants des organes sociaux de l'ART et de jeter l'opprobre sur le fonctionnement des institutions de la République. C'est l'occasion de souligner que depuis sa nomination, Madame la Présidente a présidé 2 sessions du Conseil d'administration dans un climat empreint de franche collaboration, de sérénité et de compréhension mutuelle dans le strict respect des règles d'éthique. À cet effet, lors de la 46e session ordinaire tenue le 30 juin 2020, le Conseil d'administration a adopté les comptes et états financiers de l'exercice 2019 ainsi que plusieurs autres résolutions. Enfin, le directeur général rassure l'opinion publique que les différentes manœuvres de déstabilisation ne sauraient perturber la détermination et l'engagement des dirigeants des organes sociaux de l'ART pour remplir pleinement les missions qui leur ont été confiées avec loyauté par le gouvernement et le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est un communiqué de presse signé par Philémon Zozami, le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications. À présent, la suite des installations des secrétaires généraux des ministères avec les prises de fonction hier mercredi de Chancel Ako Takem au ministère des Marchés publics et celle du professeur Annie Grace Mbambot au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Voici la synthèse de Michel Renaud Oranja. Le ministère des Marchés publics fait face aux défis liés au Code de 2018 des marchés ainsi que les réformes de ces textes organiques. En installant Chancel Ako Takem
Comme secrétaire général dans ce département ministériel, le ministre Ibrahim Talba Mala a demandé aux nouveaux promus de servir avec abnégation. Je voudrais remercier très sincèrement le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour cette haute marque de confiance et d'estime. Prioritairement, il va falloir, sous l'autorité de M. le ministre, améliorer la gouvernance dans le secteur des marchés publics. Né en 1972 à Minta, l'administrateur civil principal qui remplace Fitzgerald Nassako dispose des prérequis pour jouer le rôle de gouvernail à ce poste. Du côté du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Annie Mbombabot, qui était jusqu'ici chef de département de la production végétale à l'université de Bamenda, a une mission importante en tant que secrétaire général de ce département ministériel. Rompu à la tâche, sa hiérarchie attend beaucoup d'elle. Gabriel Mbaye-Robé, le ministre l'a réitéré au cours de la cérémonie d'installation. Je vais travailler pour aider mon ministère, pour aider Minader. Il est donc question de veiller au suivi des activités dans ce ministère important dans l'économie nationale. Cérémonie similaire au ministère du Commerce avec l'installation du professeur Brusil Miranda Martin Metou et au ministère du Tourisme et des Loisirs, celle du secrétaire général Marcel Paul Ndioro qui prenait donc ainsi fonction. Agnès Solange à Bessolo. Le nouveau chef de l'administration au ministère du Tourisme et des Loisirs est jeune. À 41 ans, il a le profil de l'emploi. Diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, puis de l'École nationale d'administration, ENA de Paris en 2010. Il entame une riche carrière administrative dans les services du Premier ministre. Marcel Paul Ndioro à Mamoum, à qui revient désormais la tâche de coordonner l'action des services de l'administration centrale et des services déconcentrés et extérieurs de ce ministère, sait que les défis à relever sont immenses. Son expertise est très attendue pour relever l'industrie touristique camerounaise, encore très peu développée. Mon rôle premier est d'aider à traduire dans les faits et en action la volonté du ministre d'État. Un chemin garni de balises, soulignera le ministre d'État Bello Bouba Maïgari, en félicitant la secrétaire générale sortant qui, pendant 13 ans, aura mérité la très haute confiance du chef de l'État, Paul Biya. Au ministère du Commerce, le professeur Brusil Miranda Metou est désormais la principale collaboratrice de Luc Magloire Mbarga Tangana. La lutte contre l'inertie, l'accès facile des usagers aux services publics et la valorisation du Made in Cameroun sont là autant de défis à relever au cœur de l'activité commerciale. Nous allons veiller à mieux humaniser, mieux socialiser le visage du ministère du Commerce en nous mettant résolument à la satisfaction des usagers. Pas d'état de grâce donc pour l'agrégé des facultés de droit attendu sur plusieurs fronts, dont celui de l'éthique. Au sujet de ces installations, signalons cette motion de soutien et de remerciement au chef de l'État, le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya. Motion adressée donc par les militantes et sympathisants du RDPC et l'élite de l'arrondissement de Bafoussam, première région de l'Ouest. C'est après la nomination du professeur Metou Brusil Miranda Martin à ce poste de secrétaire général au ministère du Commerce, on vient de l'avoir, et nomination également du professeur Thomas Tamou Tatietse au poste de directeur de l'UIT de Banjoun. Il y avait également installation ce jeudi par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, installation des responsables récemment nommés par le ministre d'État, le professeur Jacques Famdongo, une prise de fonction en plein travaux de validation du document sur la professionnalisation des formations et des autres entités dans les 8 universités d'État du Cameroun. Le reportage de Marlise Enoambarga à Houmou.
Puis pour les 21 chefs de service et les 4 sous-directeurs nommés récemment au ministère de l'Enseignement supérieur. Au sein de ma cellule, nous allons travailler pour améliorer le système de mutuelles, pour renforcer la solidarité entre les universités. Mettre toutes nos compétences et savoir-faire pour redorer davantage l'image de l'enseignement supérieur. Cela nécessite des hommes et des femmes dynamiques, loyaux, rigoureux, a rappelé le secrétaire général. Ils doivent savoir que le paradis administratif n'existe nulle part. Mais j'ai profité pour interpeller les chefs de structure qui doivent tout faire pour mettre à leur disposition un minimum pour qu'ils puissent mieux servir le ministère. Dans la foulée de ces installations, le secrétaire général Wilfried Gapza a présidé les assises sur la professionnalisation des formations des facultés classiques des universités d'État. Il est question au cours de cette rencontre de peaufiner et de valider ce projet implémenté au Cameroun en 2018. Il s'agit de porter la professionnalisation vers les facultés classiques qui aujourd'hui comptent près de 80% d'étudiants. Jusque-là, elle se faisait essentiellement dans les écoles professionnelles et technologiques où nous n'avons que 20% d'étudiants. L'université accueille des jeunes bacheliers, les forme et les renvoie dans la vie active quelques années plus tard sans qualification. Un problème que la professionnalisation des formations devrait résorber. Ultime hommage au colonel médecin Marius Etundi. Ce jeudi, c'était la messe pontificale de Requiem célébrée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, en la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolié. La cérémonie, la célébration eucharistique a vu la présence d'une dizaine de membres du gouvernement ainsi que la famille du défunt et des frères d'armes. Il faut rappeler que le colonel médecin Etundi Marius est décédé le 22 mai dernier. Il était médecin-chef à l'infirmerie du palais présidentiel, au palais de l'Unité, ici à Yaoundé. Étienne Pascal Azegue. Des prières élevées à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolié en mémoire d'un illustre disparu. Le colonel médecin Etundi Marius, décédé le 22 mai 2020. Sa grande famille de la Léquier, ses anciens camarades du petit séminaire Saint-Joseph d'Akono, ses frères d'armes et surtout la dizaine de membres du gouvernement ont associé leurs intentions à celles du clergé pour le repos de son âme. Sur tout ce qui a été dit, je pourrais ajouter quelque chose. C'est qu'il était le symbole d'une éducation des parents. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour la famille. À l'exemple du Christ ressuscité d'entre les morts, Monseigneur Jean Barga souhaite qu'il en soit de même pour l'ancien médecin-chef de l'infirmerie du palais présidentiel. Il laisse un grand souvenir d'un homme plein de qualités. Et nous pensons que le Seigneur lui donnera le repos éternel. Une messe et une grande veillée sont prévues ce vendredi à Konabang par Okola, où repose désormais le colonel médecin dans son village natal. La compagnie d'assurance Chanas innove et propose un nouveau produit sur le marché des assurances baptisé Quick Payment Auto. Ce produit est un mécanisme qui va permettre d'indemniser en 24 heures seulement les sinistres matériels et automobiles. Pour les explications et la présentation de cette innovation à Douala, nous retrouvons Joseph Itote. Guidé par l'innovation, Chanas Assurance SA a choisi de s'attaquer au ventre mou du marché des assurances, la lenteur dans le processus d'indemnisation des sinistres matériels automobiles. Avec Quick Payment Auto de Chanas Assurance SA, finit les procédures tracassières très souvent source de découragement et d'abandon. Il y avait parfois des personnes qui sont victimes d'accidents et qui sont obligées d'attendre des mois et des mois pour se faire indemniser. Donc nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de répondre rapidement aux désagréments causés à nos clients en leur permettant très vite d'être indemnisés, de pouvoir réparer leur véhicule. Avec Chanas Assurance SA, rien ne sera donc plus comme avant. Assurance du top management.
La toute première chose à faire, c'est de faire un constat d'abord. Ou un PV de gendarmerie, si dans la localité où vous êtes, il n'y a pas de police. Dès que vous l'avez, en fait, vous venez directement ici pour faire votre déclaration. Après un bref échange sur les enjeux du service Quick Payment Auto, les hommes et femmes des médias ont pris langue avec le tout premier bureau d'indemnisation rapide de Chanas Assurance SA à Douala. Nous nous rassurons que le contrat effectivement existe dans la maison et après, il est conduit à la salle d'attente pour une évaluation. Pendant ce temps, l'expert dans la maison déjà va prendre en charge d'expertiser son véhicule. Ça peut prendre maximum 45 minutes, 1 heure. Et le gestionnaire, une fois que l'expertise est terminée, sur la base du rapport d'expertise et du devis du garagiste, fait une offre au client. Une fois que le client marque son accord pour l'offre, on lui donne rendez-vous pour le lendemain, c'est-à-dire sous 24 heures pour retirer son chèque. Prenant la parole, Maurice Matanga, le président du conseil d'administration de Chanas Assurance, a rappelé l'engagement qualité dont l'objectif est d'améliorer les prestations de la compagnie d'assurance. Reconquérir la place de leader du marché camerounais des assurances, un objectif que Chanas Assurance SA est déterminé à atteindre. Avant de refermer totalement ce journal, je vous donne lecture de ces quelques courriers présidentiels. Je vais signaler simplement ce courrier de condoléances du président de la République, son Excellence Paul Biya, à son Excellence Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan, à la suite du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décès survenu le 8 juillet à Abidjan. J'ai signalé également ce télégramme officiel de félicitations du président de la République adressé à son homologue Salva Kiir Mayardit, le président de la République du Soudan du Sud. C'est à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays ami, ce 9 juillet. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Joël Igor Abanda et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit en compagnie de Gilbert Ongene et de Dieudonné Isra. Retrouvez immédiatement sur cette antenne le magazine Douala dans le bain. Et pour les éditions du week-end, à partir de demain au 20h30, vous serez en compagnie de Atta Badine Oumar. Voici pour vous ces précieux rappels avant de nous quitter totalement. Rappel contre le Covid-19. Prenez bien soin de vous. D'avance, un excellent week-end et à lundi, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.